Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission quotidienne de décryptage de l'actualité africaine en direct. Quatrième volet ce jeudi de notre semaine spéciale Maroc avec un dossier consacré à l'expansion du groupe ATI Jari Wafa Bank en Afrique de l'Ouest. Au sommaire également, il avait annoncé avant sa réélection en 2015. Il a confirmé ce mercredi, le président ivoirien Alassane Ouattara quittera le pouvoir en 2020 et puis les négociations s'intensifient pour la formation du nouveau gouvernement au Maroc. Le parti de l'Istiqlal pourrait être écarté. Ils sont avec nous sur ce plateau pour en parler. Un invité, M. Adam Azeizi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant bancaire intervenant auprès de différentes institutions financières internationales dans la zone EMEA. Tout à fait. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Avec nous également nos éditorialistes, Alfred Chango. Bonsoir Alfred. Bonsoir Graziella, ravissement de vous retrouver en ce début d'année sur ce plateau. Mais écoute, bonne année 2017 et puis à mes très chères téléspectatrices, je leur souhaite une pétante et scintillante année 2017 et puis je suis très heureux de le retrouver ce soir. Merci Alfred. Et Malik Acher, bonsoir Malik. Bonsoir Graziella, je me joins à Alfred pour vous souhaiter une bonne année 2017 et bien sûr à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Merci à vous également. C'est une annonce qui devrait rassurer plus d'un. Ce mercredi 4 janvier 2017, le président ivoirien Alassane Ouattara a renouvelé devant les corps constitués de la République son intention de quitter le pouvoir en 2020. Oumou Kalsoumba. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a réitéré sa volonté de se retirer du pouvoir en 2020. C'est au palais présidentiel, devant le corps diplomatique, venu lui présenter des vœux, qu'il a renouvelé son souhait. Cette décision du président de la République relève d'une promesse de campagne. Alassane Ouattara a accédé à la magistrature suprême le 6 mai 2011. Après 50 ans de service, dont 6 au poste de président de la République de Côte d'Ivoire, je renouvelle au peuple mon engagement à quitter le pouvoir en 2020. Cette décision du chef de l'État ivoirien intervient dans un climat politique tendu marqué par la promulgation de la Constitution de la Troisième République. Une nouvelle constitution contestée par l'opposition ivoirienne qui avait d'ailleurs appelé au boycott lors de l'élection référendaire. Le fait que le président Alassane Ouattara décide de ne pas briguer un autre mandat conformément à la constitution qu'il a trouvée lorsqu'il est arrivé au pouvoir est une bonne chose. Cela devrait réjouir l'opposition ivoirienne. Vous savez qu'aujourd'hui en Afrique, le plus grand péché de nos hommes politiques au pouvoir, c'est de s'accrocher au pouvoir. Il y a maintenant qu'au niveau des hommes politiques, il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on fait. Alors on attend de voir effectivement. En 2020, on attend de voir si effectivement Alassane Ouattara ne va pas se présenter à l'élection présidentielle en tenant compte de la nouvelle constitution. Rappelons que l'article 179 de la nouvelle constitution ivoirienne stipule que le vice-président devient la deuxième personnalité de l'État. Il succède au chef de l'État en cas de vacance de pouvoir. Il sera nommé par le président de la République. Malik, alors ce n'est pas la première fois que le président Alassane Ouattara fait cette déclaration. L'opposition se dit toujours sceptique. Et vous, est-ce que vous y croyez ? Nous verrons les faits, nous verrons comment ça va se produire. Mais dès lors que vous avez un président qui affirme qu'il quittera le pouvoir, je pense que c'est un moyen d'apaiser les choses dans le contexte qu'on connaît, le contexte politique en Côte d'Ivoire qui est assez trouble et assez difficile, notamment à chaque élection. Je pense que c'est une parole, entre guillemets, de sagesse si le président Ouattara décide ainsi de quitter le pouvoir et ça permettra justement aux partis politiques de se préparer d'avance. Ça permettra aussi l'alternance parce que c'est ce qu'on souhaite aussi. L'alternance ne veut pas dire changement de parti, mais au moins changement de personne. On aime voir justement ces changements à la tête des présidences africaines. C'est le cas dans d'autres pays. Le Bénin y est parvenu, le Burkina Faso y est parvenu également, après justement ce processus-là révolutionnaire. Il y a eu des cas d'école en Afrique de l'Ouest où on a pu s'apercevoir que finalement les pays africains sont mûrs et très je dirais, solides pour aller ancrer leur démocratie. Donc je pense que la Côte d'Ivoire a cette possibilité-là de permettre à l'alternance de se réaliser. Alors Alfred, 2020 marquera la 50e année de la carrière politique d'Alassane Ouattara, une carrière que certains qualifient déjà de brillante.
Quel est votre point de vue? Je crois effectivement que Alassane Dramane Ouattara, mais là il prend un engagement solennel où il le confirme publiquement. Je crois qu'il faut qu'on le prenne au sérieux et je crois qu'il tiendra parole, contrairement à un certain nombre d'autres chefs d'État qui ont modifié les constitutions. On voit ce que Yahya Jammeh est en train de faire en Gambie alors qu'il a perdu l'élection. Et je pense effectivement que c'est une brillante carrière. D'abord d'universitaire, ensuite de fonctionnaire international dans les grandes institutions internationales et puis ensuite comme homme politique en Côte d'Ivoire. Je crois qu'il est en train effectivement progressivement d'entrer dans l'histoire de la Côte d'Ivoire et il entrera encore davantage dans cette histoire lorsqu'il aura su, durant les dernières années de son mandat actuel, permettre justement l'apaisement de la classe politique et puis réaliser véritablement la réconciliation des Ivoiriens et puis permettre justement à l'alternance de se jouer. Alors, le président Ouattara avait déclaré que si la fatigue ou le sentiment du devoir accompli l'y contraignait, il pourrait quitter le pouvoir plus tôt. Ses détracteurs pensent que la création, notamment du poste de vice-président, visait à placer au pouvoir un de ses proches. Malik, que pensez-vous de ces accusations ? Je pense que c'est des accusations qui n'ont pas lieu d'être, mais je ne serais pas pour personnellement que le président quitte ses fonctions plus tôt parce que ça créerait encore une polémique, vouloir placer un proche. Je pense qu'il a la capacité de finir son mandat correctement et de mettre en place des élections qui soient transparentes. Et comme on sait, souvent c'est sujet de polémique dans les pays africains. L'organisation des élections avec les commissions indépendantes qui sont jugées non indépendantes. Je pense qu'il a ce devoir-là, je dirais. Il a même cette mission-là, Alassane Ouattara, ce devoir d'organiser des élections libres et transparentes. Il doit finir sa tâche. C'est mon sentiment là-dessus. Après, libre à lui, c'est pas moi qui commande sa destinée. Bien évidemment, c'est à lui de voir si il veut partir avant. Mais à mon sens, il doit terminer sa tâche et permettre justement à la Côte d'Ivoire de recouvrir une certaine sérénité sur le plan politique. Monsieur Azaïzi. Pour rebondir sur ces propos, je pense que la démarche d'Alassane Ouattara est une excellente nouvelle pour la Côte d'Ivoire, notamment par rapport aux investisseurs étrangers qui veulent voir en la Côte d'Ivoire un pays où il y a une pérennisation du système démocratique qui pourra continuer après le départ d'Alassane Ouattara de manière optimale et qu'on ne verra pas revenir ce qui s'est passé dans les années passées, ce qui a fait fuir de nombreux investisseurs et qui aujourd'hui, avec la reprise économique de la Côte d'Ivoire, le remettrait en confiance et ferait en sorte que la Côte d'Ivoire redevienne le cœur économique de la région et puisse continuer sa croissance assez impressionnante ces dernières années. Alors, très rapidement, Alfred, la nomination du vice-président devrait intervenir dans les prochains jours en Côte d'Ivoire. Quelles sont finalement les personnalités pressenties pour ce poste? Alors, pour le moment, j'allais dire, c'est le mystère est boule de gomme. Je crois qu'on en saura un peu plus après le rendez-vous qu'Alassane Dramane Ouattara va avoir avec Henri Konan Bédié pour ce poste de vice-président. Mais on a vu quand même une certaine redistribution des cartes déjà au sein du cabinet présidentiel, jeu de chaises musicales de certaines personnalités. On peut subodorer effectivement que certaines figures peuvent postuler à ce poste-là. Mais à la limite, pour moi, c'est accessoire. C'est accessoire. C'est simplement le fait que Alassane Dramane Ouattara puisse aller jusqu'au bout de son mandat, effectivement, qu'il ne s'arrête pas en chemin. Et comme ça permettra à la Côte d'Ivoire d'entrer résolument dans ce chemin du redressement démocratique. Merci Alfred. Dans l'actualité également, après plus de 100 jours d'attente, les tractations pour la formation d'un nouveau gouvernement ont démarré ce mercredi au Maroc. Ces dernières promettent d'être âpres. Explication avec Corinne Kamdem. La paralysie gouvernementale du Maroc sera en phase d'être résolue. Abdelila Benkiran, chef du gouvernement marocain et leader du PJD, Parti Justice et Développement, aurait abdiqué aux doléances du RNI, le Rassemblement national des indépendants, mené par le ministre de l'Agriculture, Aziz Akanouch. Ce dernier souhaitait notamment que le parti historique Istiklal, mené par Hamid Chabat, soit écarté de la future coalition gouvernementale. Les deux hommes se sont entretenus ce mercredi 4 décembre afin de trouver un terrain d'entente. Le royaume chérifien ne dispose toujours pas de gouvernement d'union nationale.
3 mois après la reconduction d'Abdelila Benkiran à sa tête. Il y a toujours des négociations de la part de M. Benkiran. M. Benkiran, c'est un animal politique très lucide. La situation va être débloquée parce que Benkiran a pensé maintenant de former un gouvernement de 40 portefeuilles. C'est très large, il peut satisfaire tout le monde et comme ça, il peut avoir aussi une majorité confortable au gouvernement. La nouvelle coalition gouvernementale devrait être composée du PJD d'Abdelila Benkiran, du RNI d'Aziz Akanouch, du mouvement populaire de Mohan Lenser et du Parti du Progrès et du Socialisme de Nabil Ben Abdallah. Cependant, selon certains analystes, le parti de l'Istiklal pourrait faire son entrée dans le gouvernement, mais à des postes moins stratégiques. Traditionnellement, le parti de l'Istiklal, c'est un vieil parti qui a bien établir dans la société marocaine. On n'imagine pas un gouvernement sans l'Istiklal. Benkiran va écarter le faucon du parti de l'Istiklal. Peut-être il va intégrer quelques éléments de ce parti très important dans son gouvernement, mais pas avec des portefeuilles très importants aux régaliens. Pour l'heure, les discussions entre les différentes parties prenantes se poursuivent. Mais une chose est sûre, ce nouveau développement implique une sortie proche de l'impasse qui empêchait la formation du gouvernement marocain. Malik, peut-être déjà revenir en fait sur les raisons du blocage. Pourquoi le Maroc n'a-t-il toujours pas de gouvernement ? Parce qu'il n'y a pas véritablement de majorité claire. Nous avons certes le PJD qui est arrivé en tête de ces élections, mais il faut qu'il conforte sa majorité. Et contrairement aux élections de 2011, il est, je dirais, amoindri. Même si il a quand même gagné ses élections, il a eu une dynamique qui a été favorable, notamment lors des précédentes élections municipales de 2015, où il est arrivé, notamment dans les grandes villes, même s'il n'est pas arrivé en premier dans les autres villes. Mais dans les grandes villes, il a fait un très bon score. Donc cette faiblesse aujourd'hui, c'est justement de trouver des alliés qui soient crédibles pour former un gouvernement. Donc il essaie de voir avec plusieurs partis quelle est la majorité possible pour justement former un nouveau gouvernement. Moi, je pense évidemment que le RNI, le Rassemblement national des indépendants, sera un des acteurs importants de cette majorité gouvernementale. L'Istiklal, je vois moins l'Istiklal intégrer ce gouvernement. Certains disent ce sont des rumeurs. Vous savez, dans la composition des gouvernements, il y a toujours des rumeurs, des pronostics. Moi, je vois mal, avec les dernières déclarations de M. Chabat Hamid au sujet notamment de la Mauritanie, je vois mal l'Istiklal intégrer le gouvernement. Mais voilà, ce sont des discussions. Il y a quand même urgence, parce que ça fait depuis octobre que les élections se sont tenues et le Maroc a besoin d'un gouvernement pour permettre d'appliquer la politique et la politique économique du pays. Alors, selon les dernières informations, les tractations avancent. Alfred, peut-on s'attendre à un gouvernement de coalition ? Sûrement, on va vers là. C'est-à-dire que Benkiran, certes, il a une majorité relative qui lui permet, mais il lui faut effectivement élargir la base de son gouvernement. Et donc, avec le RNI et puis quelques autres partis satellites, il essaye de constituer une forte coalition pour pouvoir mettre en place la politique pour laquelle il a été élu. Son parti a gagné les élections. Et puis, évidemment, le palais suit très attentivement tout cela. S'il y avait péril en la demeure, je crois que le souverain allait taper du poing sur la table. Pour le moment, ça va. Enfin, je vais dire que écalter l'Istiklal, pourquoi pas, mais Abdelhamid Chabat a rappelé une vérité historique, la marocanité de la Mauritanie. Même si avec les indépendances, la Mauritanie s'est détachée du Maroc, mais c'est une évidence historique, lointaine. Si on remontait au lointain de l'histoire, effectivement, la Mauritanie faisait partie du Maroc. Enfin, bref, on en est là. On souhaite effectivement que le nouveau gouvernement soit mis en place rapidement, et puis voilà. Monsieur Aziz. Alors, force est de constater que le gouvernement n'est pas en paralysie aujourd'hui. Nous avons un gouvernement qui est actif, qui aujourd'hui signe de nombreux contrats à l'étranger, notamment lors des derniers déplacements du roi en Afrique. Donc le gouvernement est fonctionnel. Néanmoins,
dans un schéma démocratique, il est normal qu'aujourd'hui le PJD qui a remporté les dernières élections puisse occuper le poste de direction du gouvernement et puisse prendre comment dire, les postes qui lui permettent de réaliser ses promesses électorales. Donc aujourd'hui, on s'achemine progressivement dans le temps à une bipolarisation politique au Maroc avec deux partis politiques dominants, le PAM qui aujourd'hui représente l'opposition et le PJD qui essayait de se retrouver autour d'une alliance qui n'a pas de cohérence politique, puisqu'on retrouve dans cette cohérence des anciens communistes, des libéraux, des conservateurs religieux. Donc aujourd'hui, vu de l'extérieur, il n'y a aucune synergie ou aucune explication logique entre ces différentes entités. Néanmoins, aujourd'hui, ils sont obligés de se mettre ensemble pour créer ce gouvernement. On verra par la suite s'ils pourront apporter les solutions et les promesses auxquelles ils sont engagés. Donc, merci. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.